Bonjour à tous, bienvenue à ce cours magnifique en présence de Yannick dit Jamy et Johan dit Yo-Yo. Pour Bonjour à tous. sur un thème de prise de conscience des risques, parce que on va peut-être vous apprendre quelque chose, mais la route, il peut y avoir des risques à rouler dessus si on fait n'importe quoi, si on l'appréhende de la manière suivante, c'est-à-dire je prends la route. Non, on ne prend pas la route, on la partage. N'est-ce pas, mon cher Jamy? Alors, très, très, très bien résumé. On partage la route avec tous les autres usagers, que ce soit les deux roues, les piétons, les cyclistes, ou les poids lourds, ou les bus, et on ne roule pas. Exactement. Et c'est une notion très importante, notamment pour le code ou même la conduite. Vous allez avoir les deux, c'est-à-dire pour ceux qui passent l'examen du code ou ceux qui passent la conduite, vous pouvez avoir des situations ou des questions de la part de l'inspecteur ça pourra vraiment vous être utile à différents niveaux. Donc, alors, les accidents, les chiffres clés. En 2019, 3239 tués par an, alors qu'en 2010, on était à 4000. Mais seulement 9 de moins qu'en 2018. C'est-à-dire que de 2018 à 2019, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu que 9 tués en moins. C'est-à-dire que ça commence à stagner, à savoir, alors je ne sais pas si on va le voir un peu plus tard, oui voilà, de 2000 à 2010, on a eu 27 000 vies épargnées. C'est-à-dire qu'on voit que par année, en moyenne, on était à 2700 vies qui ont été épargnées. Là, en fait, on voit qu'on arrive à un stade où on commence à stagner. C'est-à-dire on arrive à 4000, ça commence à être compliqué. Enfin, on arrive à 3239, ça commence à être compliqué d'aller en dessous. Donc, on va voir un peu comment y arriver, hein, tout En, simplement. sa- en sachant qu'en 2018, c'est là où la vitesse a été réduite sur les routes. Les axes à 90 qui ont été réduits à 80, mais en sachant que ce chiffre va sûrement descendre depuis 2018. Il n'y a pas eu de stats réels faits en 2019 parce que sur une année, c'était pas possible. En 2020, je pense qu'avec la situation qu'on vit aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas de stats non plus. Mais en 2021, on verra vraiment une évolution. Alors après, on ne pourra pas descendre à zéro, hein, c'est impossible. Mais la sécurité routière aimerait descendre en dessous des 3000 tués par an. De toute façon, voilà un peu l'objectif. Alors, les lieux d'accident, donc 2 tiers des accidents ont lieu hors agglomération. C'est-à-dire que principalement, enfin, si on parle de lieux les plus accidentogènes, on a la route hors agglomération et hors autoroute. Ouais. C'est les routes qui sont logiquement limitées à 90. Alors, il y a plus de morts. Pourquoi? Parce que forcément, on va rouler plus vite. Donc forcément, les dégâts, même si on roule à 90 par rapport à 50, les dégâts vont être beaucoup plus importants, forcément. Et ça arrive essentiellement donc hors agglomération et sur des lignes droites. Pourquoi sur des lignes droites? Parce que sur des lignes droites, on a notre attention qui est beaucoup moins, on est beaucoup moins attentif. Donc automatiquement, il y a plus de risques sur ces routes-là. On se dit, mais sur une ligne droite, il risque rien de nous arriver, alors qu'en réalité, si. Parce que notre attention diminue, donc forcément, il y a plus de risques d'accident. Et la vitesse est plus importante, donc automatiquement, le choc va être plus important. Exactement. Quand les accidents ont lieu, donc la nuit, alors ça va être intéressant de voir par combien il multipliait le risque d'accident mortel de nuit. Donc il est multiplié par 7. Par 7 la nuit. Et les accidents de nuit représentent 44% des tués. Oui, alors ça, c'est une stat et c'est réel, hein, c'est une stat de la sécurité routière. Cette stat, elle vient forcément parce que la nuit, on a moins de visibilité. On a aussi beaucoup de véhicules, malheureusement, qui roulent avec des feux qui ne fonctionnent pas ou très mal. Donc forcément, il y a un risque d'accident beaucoup plus important. Plus la vitesse est élevée derrière, et on arrive à un peu plus de 40% de tués la nuit sur les routes. Donc un chiffre qui est relativement élevé, je pense que tu sauras
D'accord. Ouais, et on peut réduire ce risque-là, hein. On parlait dans d'autres vidéos de l'entretien du véhicule. Quand on parle d'entretien du véhicule, forcément, on a aussi l'éclairage de nos véhicules, que ce soit les feux de croisement ou les feux de route. Et s'ils ne fonctionnent pas très bien, ou alors des fois on a un feu qui est défaillant, qui ne fonctionne pas, ben, on a une moins de bonne visibilité vers l'avant, donc forcément, il y a un risque d'accident beaucoup plus important. On n'a pas cette impression-là, mais c'est une réalité. Voilà. Donc, Parfois, et il voilà. y a un pourcentage important là-dedans aussi, hein. Voilà. Après, vous pouvez faire l'expérience un jour sur route de nuit noire à rouler sans feu. Non, je plaisante, surtout ne faites pas ça. Très clairement, c'est la grosse bêtise à faire. C'est ce qu'on peut entendre. Alors, si vous avez des amis ayant suivi un sucker punch, c'est-à-dire un morceau de cerveau qui a été enlevé, ils peuvent se dire que c'est une bonne idée, mais non, ne faites pas des bêtises pareilles, ça ne sert à rien. Alors, qui est tué dans un accident? Donc, les 15-24 ans représentent 25% des tués. Pourquoi? Le manque d'expérience. Et d'un coup, on se sent libre, c'est-à-dire qu'il y a une statistique qui est apparue d'ailleurs par rapport aux conduites accompagnées, où au final, c'était ceux qui avaient fait la conduite accompagnée étaient les personnes les plus à risque au niveau des accidents. Pourquoi? Parce que d'un coup, on les libère. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient un peu bridés par les parents et maintenant, on les libère. C'est pour ça qu'en rendez-vous pédagogique, on insiste là-dessus avec les parents, euh, de prendre conscience de ça, c'est-à-dire de dire oui, écoute, voilà, on te bride pas, c'est pas ça le truc, c'est que si on te dit de faire des choses, c'est pour ta sécurité, c'est pas pour te brider. Donc derrière, il va falloir continuer dans ce sens-là. Voilà, ce sont des choses à prendre en considération. Alors, vitesse, donc facteur aggravant, bien sûr. L'impact de l'alcool et la fatigue. Le Donc, fameux vif. voilà. Ben là, c'est vif. Il faut être vif, c'est-à-dire il faut vraiment éviter tout ça. La vitesse, l'alcool, la fatigue, on sait que c'est dramatique, très clairement. Et tout est lié, hein. Alors, quand on parle des 15-24 ans qui font partie des 25% des tués sur la route, donc c'est une certitude. Quand on parle de vitesse, forcément, bah, Johan le disait bien, notre cher Yo-Yo le disait bien tout à l'heure, que quand on libère les élèves, que ce soit après une conduite accompagnée ou même après une conduite traditionnelle, on est moins bridé parce qu'on est seul, sauf qu'on a un manque d'expérience cruel. Alors en conduite accompagnée, on a plus d'expérience, forcément, parce qu'on a au minimum 3000 km de plus que les conducteurs qui vont passer l'examen en traditionnel. Il faut savoir que sur une formation, on va faire entre 800 et 1000 km avec l'enseignant. Si on passe par une conduite accompagnée, donc ça veut dire qu'on va faire 3000 km de plus, on va être à 4000 km. Donc on n'aura pas une grosse expérience, on aura toujours une expérience un petit peu supplémentaire. Mais forcément, après la vitesse, on va avoir l'impact de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, le week-end, on sait très bien, voilà, on va faire un petit peu la fête et on va reprendre le volant, ce qui est totalement interdit. Et on aura aussi la fatigue, parce que la fatigue, on va reprendre le volant après une soirée en boîte de nuit, par exemple, ou une soirée avec les copains, où il va être 5 heures ou 6 heures du matin, et forcément, c'est les heures où on devrait dormir, notre cerveau devrait être au repos, et on ne l'est pas. Donc forcément, la fatigue impacte aussi là-dessus. Donc ces trois critères-là sont très importants et sont liés automatiquement. Alors, quels sont les usagers les plus touchés? Donc, un tiers sont des usagers vulnérables, c'est-à-dire moto, vélo, piéton, ou les tricycles. Est-ce que tu les appelais comment déjà Ah, les avec les deux spiders. roues devant? Les spiders. Les spiders. C'est trois roues, c'est les motos à trois roues, donc deux roues devant, une roue derrière plus large, donc c'est les spiders, hein, c'est une formation classique de 7 heures en moto-école. Pour les moto-écoles qui sont équipées de spiders, hein, bien sûr, c'est une formation qui ne se fait pas beaucoup parce qu'il y en a très très peu, mais ils font partie de ces usagers plus vulnérables. Hmm. Et en sachant que dans les usagers vulnérables, on a aussi les seniors. Pourquoi? Parce que les seniors, c'est les piétons qui sont fortement impactés par les accidents de la route en étant piétons. Et puis pour la Quand on parle de moitié, seniors, c'est plus de 65 ans, hein. et là où il faut faire vraiment attention, c'est que la moitié des conducteurs moto tués sont tués par un autre usager.
C'est-à-dire que ça va être, on va pas voir la moto nous dépasser, directement on va dépasser, on va le choper au passage, on va changer de direction, on va changer de... Voilà, ça peut aller très vite. Il faut savoir que les motos ont un peu plus de puissance, donc il y en a certains qui peuvent se sentir pousser des ailes. Exactement. Voilà, donc alors il y en a qui font n'importe quoi, il y en a d'autres qui respectent tout à la lettre, mais n'empêche que eux, il faut bien se dire qu'ils n'ont pas de carrosserie. La carrosserie, c'est quoi? C'est leur équipement. Mais voilà, c'est métal contre équipement moto, c'est souvent le métal qui gagne. Ah, souvent. Et l'équipement moto, on en a parlé dans la dernière vidéo qu'on a fait vendredi. Même si on a beau avoir un bon équipement moto, un bon motard et très bien équipé, ça enlève pas la carrosserie d'une voiture, hein. Exactement. Alors, l'alcool. Donc, première cause de mortalité sur la route. Voilà, au moins ça s'est posé, ça s'est dit. Alors, on a un partenaire justement, c'est AXA au niveau de l'assurance. Donc, on propose par rapport aux jeunes conducteurs qui propose 4 raccompagnements jusqu'à chez soi par an. C'est-à-dire que si on va en soirée, on s'est mal entendu, vous savez, le fameux SAM, celui qui ne boit pas pour amener tout le monde, des fois ça arrive que le SAM en question, il a bu. Parce que vous vous êtes mal compris, tout ça. Pour pouvoir rentrer chez vous, AXA, dans ses contrats, prévoit 4 raccompagnements à domicile. C'est-à-dire que vous appelez, vous avez un taxi qui vient vous chercher, c'est compris dans les contrats. Encore une fois, le contrat d'assurance, il faut faire très très attention à ce qu'il y a dedans. Si vous payez pas cher, vous aurez du pas cher. Là, et c'est d'autant plus vrai dans l'assurance. Attention, très attention avec ça. Ah, parce que les assurances, on a souvent le cas où certains jeunes conducteurs vont s'assurer, où papa et maman sont assurés, bien sûr, forcément, parce qu'ils sont assurés là-bas. On a l'impression d'avoir des garanties autres que dans une autre assurance, mais il faut quand même se méfier et bien lire le contrat d'assurance avant de le signer pour être sûr sur quoi on s'engage. Alors nous, chez Drive-Inov, un avantage, on peut vous renseigner aussi là-dessus et notre partenaire, donc AXA, peut vous faire aussi un devis, hein, directement pour vous expliquer un petit peu les clauses là-dessus et pour pouvoir vous renseigner au maximum là-dessus. Voilà. Exactement. Alors, 85% des accidents causés par des buveurs occasionnels. Alors, cette phrase ne veut pas dire qu'il faut vous pinter la tronche tous les soirs pour être un bon conducteur bien serein. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand vous buvez une fois de temps en temps, vous avez d'autant plus de mal à gérer cette situation d'ivresse. Voilà. Mais que ce soit des conducteurs occasionnels ou pas, on ne prend pas la voiture. Point. Voilà, c'est une bonne précision à dire. C'est sûr. La vitesse, bien sûr. Alors, 32% des automobilistes dépassent les limites autorisées. Voilà, même de 5, 10 km/h, 20. Enfin bon, on sait que un tiers de la population dépasse les vitesses autorisées. Encore une fois, outre le danger, parce que de rouler plus vite que la limitation autorisée, c'est une question de danger, hein, l'amende, le côté sanction est là juste pour notre côté bon français n'aimant pas trop les règles. Donc pour nous rappeler à l'ordre, tout simplement. Mais il faut savoir que la perte des points, ça peut aller très vite par rapport à ça. Vous allez à partir de 10 km/h, au-dessus, vous perdez un point. Voilà. Voilà, en sachant qu'en étant jeune conducteur, on peut perdre le permis très facilement. Après, quand on dit dépasse les limites autorisées, souvent on entend dire oui, on s'est fait contrôler pour 1 km/h. Il faut savoir une chose, et je préfère mettre un petit accent là-dessus, c'est qu'en fait, 1 km/h, il y a toujours une tolérance, que ce soit hors agglo, en agglo ou sur autoroute ou sur les voies rapides. On a toujours une tolérance. Cette tolérance, quand vous recevez le PV, elle n'est pas applicable. Donc c'est pour ça qu'on reçoit avec de courtes vitesses au-dessus, par exemple 51 au lieu de 50. En réalité, on était déjà à 56 km/h. On a une tolérance de 5 km/h. Donc on a commencé déjà à être au-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la vitesse, plus on va vite, plus on va mettre de temps à s'arrêter aussi. Donc forcément, derrière, il peut se passer des accidents corporels mortels ou matériels. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tu as aussi le compteur de vitesse qui triche de 4 ou 5 km/h.
Ouais, voilà, il y a ça aussi, mais après ça dépend aussi des concessions, ça dépend. Il y a des compteurs qui sont très, très fiables, il y a des compteurs où il y a toujours une tolérance et par rapport à ces compteurs-là, c'est pour ça que les radars, il y a une tolérance dessus. Voilà, tout simplement. Donc, si vous vous êtes fait flasher à 1 km/h, non, c'est que vous vous êtes fait flasher entre 6 à 10 km/h au-dessus de la limitation autorisée. C'est ça et sur autoroute, un peu plus. Alors, le non-port de la ceinture, parce que oui, en 2020, donc nous sommes en 2020, euh, ben, il y en a qui continuent à ne pas porter la ceinture de sécurité. De moins en moins, bien évidemment, c'est rentré dans les mœurs. Encore une fois, le non-port de la ceinture, c'est 1/5 des tués. Voilà. 20% des personnes, donc 2 personnes sur 10 qui sont tuées, ne portent pas la ceinture. N'écoutez pas les histoires où les personnes ont été sauvées parce qu'ils ne portaient pas la ceinture. C'est des bêtises. C'est des bêtises. La fois où on m'a dit ça, quand on m'a expliqué que oui, mais si justement il y portait la ceinture, il n'aurait pas pu ouvrir la porte et sauter de la voiture avant que la voiture aille dans un ravin. Attends, on va revenir en arrière. Avant d'arriver à ce stade-là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce qu'en fait, le problème, ça vient pas du fait de la ceinture, ça vient du fait de tout le comportement avant. Voilà, c'est est-ce qu'il est allé trop vite? Est-ce qu'il ne regardait pas son portable? Est-ce qu'il y a plein de choses à voir en fait? Aujourd'hui, on n'est plus dans la conduite défensive, hein, c'est la conduite préventive. C'est-à-dire on va prévenir l'accident. Voilà, c'est fini le temps où on pensait pouvoir faire de tous les de tous les élèves des chats et de pouvoir vous faire réagir au quart de tour. On s'est bien aperçu que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on est revenu un petit peu sur ce qu'on disait par rapport à ça. Et il faut savoir que sur un cinquième des personnes qui ne portent pas la ceinture et qui sont tuées, c'est sur des courtes distances par rapport à leur domicile. C'est magasin, bureau de tabac, enfin voilà, coiffeur. C'est dans des courtes distances du domicile parce qu'on se dit, il ne va pas se passer grand-chose et c'est là où il peut y avoir l'accident. Et de toute façon, l'accident arrive souvent aux alentours des 15 kilomètres aux alentours de la maison. Donc ça, c'est à bien savoir. Certains mettent la ceinture et s'assoient dessus directement pour éviter qu'elle sonne, c'est pas l'objectif. L'objectif, il reste quand même pédagogique. Il est là pour sauver des vies. 98% des cas, dans un accident de la route, ça va sauver la vie de la personne. Bien sûr, il y a une tolérance, il y a une marge qui est inférieure à 2%, mais là, c'est des cas vraiment exceptionnels. Mais dans 98% des cas, elle vous sauvera la vie, cette ceinture. Elle n'est pas là pour vous embêter, hein. Et dites-vous bien un truc, si les constructeurs pouvaient se passer de rajouter quelque chose dans la voiture, ils le feraient. Exactement. En sachant que la ceinture, maintenant, elle est là depuis les années 80, début des années 80, c'est parce que à l'époque, on était à 18 000 tués aussi sur les routes. Et ça, il faut bien faire le lien là-dessus. Aujourd'hui, on est à 3 200. Et début des années 80, c'est pas si loin que ça, c'est une petite quarantaine d'années à peine. On était quand même à 18 000 tués. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Donc là, on est passé, on a quand même réduit de 15 000 tués par an sur les routes. C'est énorme, énorme. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est même bien. Alors, c'est pas fait que par rapport aux sanctions, hein, parce que souvent, on va dire, oui, on a réduit le nombre de morts par rapport aux sanctions. Ça n'a rien à voir. Il y a eu beaucoup de prévention. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de prévention faite sur les routes. Alors, j'entends souvent qu'on me dit, oui, mais on fait de la prévention quand il y a des grands départs en vacances pour l'été. Et oui, mais c'est là où il y a le plus d'affluence sur la route. Donc là, on fait encore de la prévention avant de faire de la sanction. Les publicités sur la sécurité routière sont là aussi pour faire de la prévention. Ça en fait partie. Nous, notre métier d'enseignant de la conduite, on est là aussi pour faire de la prévention. Les assureurs font aussi de la prévention. Donc, avant d'être sanctionné, on est quand même prévenu. Il y a quand même une grosse marge de prévention faite en amont. Et après, c'est surtout, surtout pour préserver vos vies, hein, sur les routes. Exactement. Alors, le comportement du conducteur, donc non-respect des distances sécurité, 6% des accidents corporels. Bien évidemment, encore une fois, vous n'êtes pas des chats, vous êtes des êtres humains. Exactement. D'ailleurs, petit rappel, distance de sécurité 2 secondes, ou alors 1Y et 1Y dit 2 fois la petite technique de Tonton Jacques, un des fondateurs, n'est-ce pas? Tonton Jacques, qu'on aime bien et qui était avec nous vendredi. Et on se sert souvent
de ces petites anecdotes parce que bah voilà, l'expérience est là pour nous rappeler certaines fois, à certains moments que grâce à l'expérience, on apprend des choses et qui sont très, très simples. Exactement. Alors, le cannabis multiplie par 1,8 le nombre d'accidents mortels. Et cannabis plus alcool, alors là, c'est le top du top, on multiplie par 14 le nombre d'accidents mortels. Voilà. Et la dernière fois que je l'ai dit dans la salle de code, alors c'était à Valence, hein, je pense que j'ai coupé les jambes à tout le monde. Parce que personne ne le pensait réellement. Et quand je leur ai dit que le cocktail cannabis et alcool ensemble, ça multipliait par 14 le risque d'accident mortel, je pense que ça a dû faire un déclic dans la tête de certains. Alors, je ne dis pas que tout le monde boit et tout le monde consomme du cannabis, loin de là, mais ça peut faire peur. Exactement, exactement. Hop, alors, les accidents, le comportement du conducteur, encore une fois. Les médicaments, 3% des accidents corporels. Alors, encore une fois, les médicaments sont classés en 3 catégories. Vert, jaune, rouge. Ah non, jaune, orange, rouge. Oh, t'en veux pour le vert, il n'y a pas de vert. Non, 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 non. Donc, jaune, orange, rouge, ben, en résumé, jaune, ça va être prenez la voiture avec prudence, orange sous avis du médecin et rouge, on reste chez soi, si on résume. C'est interdit. Voilà. Alors, en sachant que les médicaments, on parle beaucoup d'alcool, drogue. Il faut savoir que par rapport aux accidents corporels ou mortels, souvent la sécurité routière ou même nous, on parle beaucoup d'alcool et de drogue. Sauf que les médicaments sont classés au même endroit sur la grille de la sécurité routière que l'alcool et la drogue. Alors, quand on parle de drogue, c'est drogue douce, hein, bien sûr, style cannabis. Sauf que les médicaments sont classés sur la même ligne, à ne pas oublier, hein. Donc, les médicaments, ça a un effet très néfaste sur notre comportement sur la route, hein. Comme le tramadol, par exemple. Par exemple, ouais, mais qui soulage bien. Voilà. Alors, baisse de vigilance et fatigue, 18% des tués sur autoroute. Ben, pourquoi? Pour la bonne et simple raison que sur autoroute, l'autoroute vous endort, réellement. C'est de la monotonie de A à Z. Voilà, c'est ultra monotone. C'est de la Euh, route droite. C'est ligne droite, vous avez la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Forcément, vous vous endormez au bout d'un moment. Donc faites très très attention avec ça. Augmentez la vigilance et surtout soyez bien reposé. S'il Et quand, faut, vous reposez pendant 20 minutes, ça fait récupérer 50% des capacités. et quand on parle de 18% des tués sur l'autoroute, c'est réel, donc c'est énorme, hein. Quand on sait qu'il y a les piétons et qu'il y a les 15-24 ans, plus les seniors, c'est énorme. En sachant que 18%, il compte aussi les collisions en chaîne qui arrivent. Ben, en général, quand il y a accident sur autoroute, il y a souvent collision en chaîne. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de véhicules que hors autoroute qui sont impliqués dans l'accident. Après 14 heures et entre 2 et 5 heures du matin. Voilà, alors ça on a appris pourquoi à ce moment-là il y a le plus d'accidents. Donc c'est pas seulement le fait d'avoir fait un bon gueuleton à midi où on s'endort par la sieste ou alors entre 2 heures et 5 heures du matin, ben, c'est là où on est supposé dormir. En parlant de dormir d'ailleurs, il y a Yannick qui baille, c'est parfait ça. Voilà, ben en fait, tu C'est un m'endors pro, hein, d'un coup. c'est Tu magnifique. m'apaises. C'est parce que tu m'apaises, mon yo-yo. En gros, c'était vraiment, c'est physiologique. C'est ce qu'on a appris. Il y a un médecin qui nous a expliqué ça. C'est physiologie. À ce moment-là, on a notre corps qui nous envoie des hormones et qui nous endorment, réellement. En gros, hein, je résume. Hein. Mais ça va être ça. C'est-à-dire que très clairement, à ce moment-là, ben, on va avoir envie de s'endormir et c'est vraiment physiologique. C'est-à-dire que on va pas pouvoir faire grand-chose contre. Alors, entre 2 heures et 5 heures du matin, en gros, elle nous expliquait qu'il vaut mieux partir après 5 heures que entre 2 heures et 5 heures du matin. J'ai envie de dire qu'à à partir de 2 heures du mat, vous savez que vous allez devoir faire un somme sur place. Alors, juste pour résumer un petit truc, parce que souvent on dit ouais, mais moi je peux lutter contre la fatigue, il n'y a pas de problème. Pensez bien que même quand vous êtes dans votre canapé et que vous voulez lutter contre la fatigue en regardant un film, par exemple, la fatigue va prendre toujours le dessus.
Pourquoi? Parce que la fatigue, c'est une hormone qu'on sécrète, hein, tout simplement, et elle va apparaître quand elle le souhaite, quand elle en a besoin, et vous allez vous endormir sans vous en apercevoir. Et ça, sur la route, c'est exactement le même principe. Il faut savoir que sur la route, on a aussi des périodes de micro-sommeil qui sont d'environ 2 secondes, mais on peut pas les modifier, celles-là. On ne peut rien faire contre ça. Le seul moyen de lutter là-dessus, sur la fatigue, c'est de se reposer tout simplement. Surtout après 14 heures, entre 2 heures et 5 heures du matin. J'avais fait une expérience justement en roulant donc sur route fermée, hein, je précise quand même, en n'ayant pas dormi pendant 24 heures, de rouler justement. De rouler, on roulait. J'ai tout essayé. Fenêtre baissée, musique à fond, me mettre des tartes et tout ça. Rien n'y fait. Rien n'y fait, je tombais de fatigue. Et Voilà. oblige, c'est comme Et ça. alors, moi, personnellement, je m'endors en 2 secondes. En plus, mais voilà, je vais dans mon lit, je me couche, je dors. Donc voilà, c'est d'autant plus dangereux. Hein, en plus, en voiture, je me pose dedans. Le morceau de narcoleptique. Tu sais. Bon, téléphone au volant, 3 fois le risque d'accident. Alors encore une fois, on va expliquer pourquoi c'est dangereux de téléphoner alors que de discuter avec une personne à côté, c'est moins dangereux. Parce que d'une, la personne à côté va pouvoir réagir suivant la situation qu'elle va voir en direct. Donc ça, voilà, ça enlève ça. Et notre cerveau est un peu bête sur un point. C'est-à-dire que là, vous avez un petit smiley en haut qui est en train de bugger. C'est à peu près pareil. Quand il est en train de téléphoner, il va se demander, attends, c'est pas bien normal ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler, mais il n'y a personne. Donc je parle à qui? Il a besoin de se créer une image virtuelle et de pouvoir communiquer avec cette personne. Et en fait, avec ça, vous enlevez quasiment 60 à 70% de votre attention sur la route. Voilà pourquoi c'est dangereux. Voilà. C'est encore une fois, et d'autant plus que maintenant, enfin, le simple fait de tenir le portable à la main, c'est-à-dire vous l'attrapez, bon, bien que c'est souvent des fables, mais vous pouvez supposer que si vous attrapez votre téléphone, vous le posez, on peut vous enlever des points. J'ai plutôt tendance à dire que les policiers ne sont pas des personnes qui vont le faire gratuitement. S'ils le font, c'est qu'ils ont un doute. Donc, c'est que vous ne le teniez pas pendant 1 seconde. Ou alors, c'est que vraiment, vous n'avez pas de chance. Ou alors, Ouais, mais vous en vous vrai, appelez Yannick. ouais. Après, tout dépend de la tête qu'on a. Mais Si vous venez des Minguettes et que vous appelez Yannick, vous êtes dans la merde. il n'y a, y a pas que des Yannick en manguette, t'inquiète. Ça y est, ça y est, tu m'as affiché là sur YouTube, c'est bon. Pas du tout. Bah, qui Non, bah non, dit qu'on bah parlait de non, toi? bah Qui non. dit qu'on parlait de toi? Alors, la vitesse, évaluation de la vitesse. Alors, ça va être important. Alors, ce qui est bien, c'est de parler en mètres par seconde, parce qu'en kilomètres heure, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte. Mais c'est vrai que si on parle en mètres par seconde, on se rend un peu mieux compte justement de cette vitesse. Euh, Multiplier le chiffre des dizaines par 3, donc c'est-à-dire si on est à 90 km/h, on va multiplier 9 par 3, ce qui nous fait 27. Mais là, on sait que c'est 25 mètres par seconde. Donc, on sait qu'à 90 km/h, on va avoir 25 mètres par seconde exactement qui vont défiler. Et Ce ça, qui est assez énorme. et c'est simplement notre temps de réaction si on n'est pas fatigué, si on est bien reposé. On va parcourir à 90 km/h 27 mètres par seconde. Ce qui veut dire que le temps qu'on réagisse, qu'on appuie sur la pédale de frein et qu'on s'arrête, hein, il va se passer énormément de mètres. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Encore une fois, le temps de réaction, c'est le moment où mon œil renvoie l'image que j'ai devant, voilà, et qu'il dit au cerveau, alors attends, il faut que tu appuies sur la pédale de frein et que le pied met la pédale sur le frein. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et alors, l'avantage qu'on a aussi chez Drive9, c'est parce qu'on a un simulateur, donc nouvelle génération et unique, hein, en Europe, hein, et avec ce simulateur, on travaille la gestion des risques routiers. Et là, on est en plein dedans. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau, comme Johan le disait,
Après, ça reste une machine. Donc, si votre cerveau n'a jamais vu la situation, il va forcément mettre plus de temps. C'est pour ça, quand vous êtes jeune conducteur en leçon de conduite, au lieu de vous demander d'avoir une distance de sécurité moyenne de 2 secondes, on va vous demander d'avoir 3 secondes. Tout simplement pourquoi? Pour permettre à votre cerveau de réagir plus rapidement. Quand on fait ces formations gestion des risques sur le simulateur, c'est surtout pour vous mettre dans de bonnes conditions quand vous allez être automobiliste et vous allez être seul en circulation. Pourquoi? Parce que votre cerveau aura déjà vu certaines situations. Alors, bien sûr, pas toutes les situations, parce qu'on ne peut pas toutes les voir, mais il aura déjà vu des situations similaires. Donc, vu que c'est une machine, il aura déjà vu des situations similaires, il sera capable de réagir plus rapidement. Pas comme un conducteur expérimenté, bien sûr, qui aura vu beaucoup plus de situations, mais et ça va vous permettre de réagir beaucoup plus rapidement par rapport à ça. Voilà. Exactement. Ajustement de la vitesse, ben, ça dépend de la configuration de la route, encore une fois. Donc, je vais prendre mon exemple phare, celui d'une route de montagne avec un virage en épingle. Ben, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de rouler à 80 km/h. 80 km/h, enfin une limitation de vitesse, comme tu dis souvent, Yannick, c'est au-delà de combien je ne peux pas aller, c'est-à-dire que c'est une vitesse maximale. On peut rouler en dessous, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. On adapte toujours sa vitesse par rapport à la configuration de la route, hein, par rapport aux autres usagers qu'on a autour de nous. On va faire ça aussi par rapport à l'état de la chaussée. Bah, forcément, Johan, il anticipe parce qu'il sait que je vais y arriver. Euh, Par rapport à la visibilité qu'on va avoir, on a parlé à un moment donné, quand on a parlé de la compétence numéro 2 en voiture, de la visibilité, et dans la visibilité, on va avoir aussi les indices utiles qu'il va falloir prendre en compte. Donc, on parlait des arbres, on parlait des murs, on parlait aussi des intersections. Et là, on va devoir adapter son allure en fonction de tout ça. On va aussi adapter l'allure par rapport à la vision qu'on a. Par exemple, s'il y a de la pluie, s'il y a du brouillard, s'il y a du soleil, on va devoir adapter aussi son allure par rapport à ça. Donc, on va réduire son allure. Exactement. Et le etc., ça va par exemple être les intempéries, notamment. Voilà. Ça va être aussi par rapport à la voiture. Si vous avez une voiture qui a le contrôle technique qui n'est pas passé, qui a des pneus lisses, qui a des amortisseurs explosés, je plaisante, hein, j'espère que vous l'avez compris. Là, hein. On ne sera pas sur l'état de la chaussée là. Hein. Vous ne la touchez pas là. Le contrôle technique a été fait pour pallier aux principaux risques, justement. C'est-à-dire que c'est pour vous éviter, parce que peu de personnes sont mécaniciens, voilà, ou sont passionnés par la mécanique. Donc, pour vous éviter d'avoir certains problèmes, ben, très clairement, on va vérifier votre voiture. Voilà, on va faire un état de votre voiture et on va voir ce qu'il en est. Il faut le prendre comme ça, simplement. Pour votre sécurité et pour celle des autres aussi. Au moins, ça nous évite d'avoir des problèmes avec notre véhicule et au moins, on sait que le véhicule a été vérifié et que si on l'entretient après correctement derrière, tout se passera bien. Alors, l'énergie cinétique. Alors, mon cher Jamy, mais qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique? Eh ben, c'est une force qui vous pousse. Non, c'est une force qui vous pousse par rapport à votre vitesse. Hein. Donc, plus on va aller vite, plus cette Non, on force. va aller plus doucement. Ouais, oui. Alors, forcément, c'est lié avec la vitesse. Automatiquement, si vous arrivez beaucoup trop rapidement, cette force, l'énergie cinétique, euh, on va pouvoir la résumer en se disant, plus on va vite, plus cette force va vous pousser par l'arrière du véhicule. Donc, c'est-à-dire, en fait, on peut se retrouver d'une Clio ou d'une 2 chevaux dans une Porsche ou une Formule 1, par exemple, à des endroits bien précis. Forcément, on en parlait tout à l'heure, par rapport à la visibilité, par rapport à la montagne, comme Johan il le disait aussi. Et cette force peut multiplier votre vitesse. Et elle peut aller même jusqu'à 4. Donc, Luc, la force est avec toi. Ouais. Très clairement, vous pouvez l'imager en prenant une balle, peu importe laquelle, un ballon, peu importe. Vous le poussez et quand vous n'avez plus de contact avec le ballon, il ne va pas s'arrêter net. Il va continuer. L'énergie cinétique, c'est ça. C'est tout ce qui va faire que l'objet va continuer à avancer. Nous, c'est pareil. Le problème de l'énergie cinétique,
c'est que quand on va rouler à 130 km/h sur l'autoroute, la voiture va à 130 km/h, mais nous aussi. Et oui. Voilà. Et le problème, c'est que quand on s'arrête net, quand la voiture s'arrête net, nous, notre corps veut continuer à aller à 130 km/h. Et le problème, ben, c'est là où il va y avoir des lésions irréversibles et très graves. C'est-à-dire le cerveau déjà va vouloir passer à travers, les organes vont vouloir sortir, on va se faire éviscérer, des hémorragies internes. Le véritable problème, c'est ça, tout simplement. Donc imaginez le fait de ne pas porter la ceinture. Ben, vous avez votre corps qui va vouloir aller à 130 km/h à travers le pare-brise. Et si on prend un homme lambda de 70 kilos, par exemple, à 130 km/h, traverser le pare-brise, on multiplie sa force par 100, tout simplement. Son poids par 100. Exactement. Et à ne pas confondre l'énergie cinétique avec la force centrifuge. Ben, c'est ça. Souvent, on confond l'énergie cinétique et la force centrifuge. La force centrifuge, c'est complètement autre chose. C'est une énergie qui va vous pousser sur le côté du véhicule et non pas sur l'arrière du véhicule. Et le freinage, ben, c'est ce qui va permettre justement ben, de contrer cette énergie cinétique, en fait. Exactement. En fait, c'est la contre-force de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique vous pousse et pour contrer cette force qui vous emmène de l'arrière, pour la contrer, on va freiner. Et Tout. comme Johan disait, si on freine donc avec la force, avec l'énergie cinétique et avec la force du freinage, on peut avoir des lésions internes irréversibles. Et ça restera que des lésions internes. Donc on ne verra rien, ce sera à l'intérieur du corps. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, justement, par rapport à la force centrifuge, pour ceux que ça intéresse, donc la force centrifuge, c'est la masse multipliée par la vitesse angulaire au carré, hein, n'est-ce pas? Multiplié, multiplié par le rayon de la courbe, qui est égal lui-même à la masse multipliée par la vitesse au carré divisé par le rayon. Donc, Alors, Jamy de E égale M6 va résumer ça. Hein. En fait, cette force. c'est la vraie formule. Ouais, non, mais c'est la formule. Après, la formule, pas tout le monde a fait maths sup pour la comprendre. Alors, Non, mais nous, la on la vitesse angulaire, c'est facile à comprendre. C'est en Oui, radians, voilà, par seconde. Hein. ouais. Alors, nous, on va la comprendre. Toi aussi qui as fait le M Lyon, tu vas la comprendre sans problème. Euh, pour l'imager un petit peu, c'est par exemple quand vous arrivez dans un virage à vive allure, cette force va vous pousser à l'extérieur du virage, tout simplement. Et elle peut multiplier aussi votre vitesse. Et c'est pour ça qu'il y a des risques de tonneau quand on arrive beaucoup trop vite dans un virage par rapport à cette énergie cinétique. Donc, on va calculer la masse du véhicule avec la force de la vitesse. Et là, ce qu'on voit, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, la vitesse, que ce soit la vitesse angulaire, c'est-à-dire la vitesse que vous allez prendre dans l'angle pour résumer, ou la vitesse classique, elle est au carré. C'est-à-dire qu'au plus vous allez aller vite, et au plus ça va monter, la force centrifuge va être exponentielle. C'est-à-dire au Exactement. plus vous allez aller vite dans un virage, et au plus ça sera compliqué de tenir le véhicule correctement. Voilà la traduction en fait de cette formule qui est assez simple à comprendre au final. Hein. Il y a pas de... Et le véhicule, quel que soit le véhicule, ça peut soulever le véhicule du côté où il y a cette force centrifuge. Et après, c'est là où le véhicule peut partir en tonneau. En tonneau ou perte de contrôle, hein, faire un Perte tête de à queue, contrôle ou perte de dans le meilleur contrôle. des cas. Dans le meilleur des cas, perte de Dans le contrôle. meilleur des cas. Ouais. Freinage transforme l'énergie en chaleur. Alors encore une fois, c'est là où il faut avoir des plaquettes en bon état, des disques pareils qui peuvent absorber l'énergie, donc cette chaleur, qui peuvent l'absorber et refroidir le plus vite possible. On va prendre l'exemple, je prends souvent l'exemple. Alors, il faut savoir que Yannick, sa passion, c'est de repasser le linge. Il adore ça. Ouais. Surtout C'est- les masques. En ce moment, on va être obligé de repasser les masques en tissu. Donc, je vais Voilà. devoir m'y mettre. Donc voilà, c'est un truc, il adore ça. Et le truc, c'est qu'au début, il essayait, mais avec un fer à repasser froid. Et il s'est aperçu avec un fer à repasser froid, ben, que ça, il avait du mal à repasser. Donc il s'est dit, mais attends, s'il y a une prise, c'est que je peux la brancher. Et en la Exactement. branchant, Et c'est de là où j'ai perdu mes cheveux, tu vois, avec le repassage. Parce que le repassage, ça m'a grillé le cerveau.
En fait, voilà, en parlant sérieusement, quand vous avez un fer à repasser qui est chaud, donc normal, vous allez pouvoir passer le fer sur le vêtement très facilement. Le principe de la plaquette, c'est pareil, c'est-à-dire que si elle devient très très chaude, ben, en fait, ça glissera et vous allez pouvoir freiner au maximum, ça continuera à glisser votre disque en fait, à laisser glisser votre disque au lieu de le freiner. Et le problème, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, si votre plaquette, votre disque ne sont pas en bon état, ou alors si vous restez appuyé noir de temps et tout ça, ben, votre véhicule n'aura plus de frein, C'est tout. tout simplement. Et c'est pour ça Et qu'on demande, ça fait dans bizarre. les fortes descentes, d'utiliser son frein moteur. Exactement. Frein moteur, donc votre moteur va aller à 2000 ou 3000 tours minute et ça va ralentir votre véhicule. La bêtise à faire, par exemple, pour économiser du carburant, ce qui est totalement faux, c'est de débrayer dans une descente. Alors là, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on désaccouple le moteur de la boîte à vitesse. Donc forcément, c'est notamment plus dangereux parce que les deux, quand elles sont plus connectées, le moteur n'est plus connecté forcément à la boîte à vitesse. Et on peut multiplier aussi à ce moment-là. Donc on parlait tout à l'heure de l'énergie cinétique. Excusez-moi, on va multiplier cette vitesse. On peut la multiplier jusqu'à 4. Et dans une forte descente, eh ben, on ne va pas pouvoir contrôler le véhicule derrière. Donc là, eh ben, on se met fortement en danger. Et là, on ne pourra plus contrôler son véhicule. Même si on s'appelle Michael Schumacher, hein, ou Sébastien Loeb, peu importe, on n'arrivera plus à le contrôler. Exactement. Les virages, donc ça, la force centrifuge et la force centripète. Aussi, Force centrifuge, c'est celle qu'on a parlé, qu'on a évoqué ensemble, donc pousse vers l'extérieur, et la force centripète, c'est celle qui retient à l'intérieur. l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir les deux qui soient égales en fait, pour vous maintenir dans un virage. Dès qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, c'est-à-dire que si vous allez trop vite, la force centrifuge va être supérieure à la force centripète, et donc ça va vous expulser en dehors de la galaxie. Non, je me suis trompé. Du virage. Donc c'est pour ça, alors que quand on prend un virage, souvent on vous dit ne jamais freiner dans le virage, et c'est une réalité. En fait, on va ralentir et freiner avant le virage et réaccélérer légèrement quand on va rentrer dans la courbe pour agripper au sol pour que cette force centrifuge des centripètes, elle soit cumulée ensemble et qu'on puisse stabiliser le véhicule au sol, tout simplement. Ça peut être compris, en fait, vu en freinant dans le virage, on augmente la masse exercée, enfin la pression exercée sur les pneus. C'est ça, c'est exactement ça. Et en Donc fait, là, la force centrifuge augmente automatiquement. exactement. Et là, le véhicule est déséquilibré à ce moment-là. Il y a aussi le fait qu'en freinant, ben, on va permettre aux pneus de pouvoir se bloquer. Voilà, on va faciliter le fait qu'ils puissent se bloquer. Enfin voilà. En gros, ne freinez pas dans le virage. Hein, bon, hein, voilà. Alors, au niveau de l'adhérence, justement, on y vient. Bon, les pneus, bien vérifier qu'ils soient en bon état. Il y a le petit témoin d'usure qu'il faut contrôler. À Euh, 1,6 mm minimum. voilà. Alors, les pneus, juste comme je le répète à chaque fois et que je le répéterai tout le temps, les pneus, c'est le premier élément que vous avez avec votre véhicule, avec le contact au sol. Donc, il vaut mieux privilégier des bons pneus. Aujourd'hui, vous avez tous les indices des pneumatiques. Quand vous achetez un pneumatique, tous les indices dessus, vous avez la carte d'identité du pneumatique, comme pour une machine à laver ou un électroménager, peu importe. Vous allez avoir sa carte d'identité. Et on va vous mettre ses capacités de freinage sur sol mouillé, enfin, on va vous mettre toutes les capacités du pneu. Il vaut mieux avoir des bons pneus qu'on va payer un peu plus cher, mais qu'on va garder plus longtemps et on sera en meilleure sécurité qu'un pneu bas de gamme où on n'aura aucune adhérence avec. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien sur le pneu. C'est le premier élément avec le contact du sol et c'est l'élément où on ne doit pas négliger, comme avec les freins, pareil. Exactement. Le revêtement de la chaussée, bon ben, que l'on roule sur, sur du goudron ou sur de la terre, par exemple, ça va faire une petite différence. Bah, on n'aura pas la même adhérence, hein. On peut avoir aussi le goudron, donc dernière génération, et bah, ceux qui commencent à être un peu vieux, qui vont moins évacuer la pluie. Ça aussi, niveau visibilité, c'est impressionnant à voir. C'est impressionnant. Les conditions atmosphériques, bon, ben ça, encore une fois, voilà. Hein. Je crois que la distance de freinage est multipliée par 2 par temps de pluie, non, c'est pas ça?
Une fois et demie. Une fois et demie et c'est sur la neige, elle est multipliée par 25, n'est-ce pas? Ouais. Non, on vous dit une fois et demie la distance de sécurité. C'est-à-dire, en fait, pour calculer déjà votre distance de sécurité sur sol sec, vous prenez votre dizaine kilométrique. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait 90 ou 50, hein, enfin, peu importe, on va dire 50. Donc, vous prenez le 5 de votre 50, vous le multipliez par 6, enfin, fois 3 fois 2, donc par 6 pour être plus simple, pour avoir votre distance de sécurité sur sol sec. Donc, 6 fois 5, 30. Et vous prenez la moitié de votre résultat. Donc, pour faire une fois et demie, donc 15, c'est la moitié de 30. On va rajouter un autre 30 du départ, donc 45 mètres sur sol mouillé de distance de sécurité. Et sur sol sec, on aura 30 mètres. De distance de Pardon? de distance de freinage, tu voulais dire ou Alors distance? ça, c'est distance de sécurité à avoir avec le véhicule Ah qui vous... d'accord, excuse-moi, je t'ai perdu, ouais. Ouais. Je t'ai perdu. Pour avoir le temps de réagir et de s'arrêter Ah convenablement. d'accord, d'accord, excuse-moi. Alors, le temps de Voilà. réaction. Voilà. 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 J'ai devancé le PowerPoint. Voilà, exactement. Bon, le temps de réaction, on va multiplier par 3 le chiffre des dizaines, donc 27 mètres, et fois 1,5 par temps de pluie. Distance d'arrêt, donc c'est la distance avec la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance parcourue pendant le temps de freinage. Voilà. On va faire la distance d'arrêt, où en fait on va prendre le chiffre des dizaines et on va le mettre au carré, c'est-à-dire on va le multiplier par lui-même. Donc Voilà. 9 fois 9, 81. Et fois 2 par temps de pluie. Par temps de pluie. Et pour avoir la distance de freinage, on va simplement faire 81 moins 27, soit 54 mètres. 45 si on veut être totalement exact. Bon, encore une fois, il vaut mieux vous dire qu'il faut 54 mètres alors qu'il vous en faut que 45 plutôt qu'il faut 45 alors qu'il vous en fallait 54. Donc, ces calculs sont relativement simples, il n'y a pas besoin de faire du par cœur. Gardez-les en tête, c'est très efficace. C'est des petites formules qu'il faut retenir simplement. Alors, à distance sécurité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les fameux 1Y. Donc là, à partir du moment où la personne passe le petit témoin, donc là, on peut voir que il y a une distance, en roulant à 80 km/h, on devrait avoir une distance de sécurité de 24 mètres, c'est ça? Ah, alors, en sachant, en parlant de distance de sécurité, quelque chose qui est important, souvent sur autoroute, on nous dit ouais, 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 il faut tout le temps avoir les deux bandes. Si vous avez tout le temps deux bandes, c'est très bien. Sauf que les deux bandes de distance de sécurité, c'est à la vitesse maximale. Donc, si on a une vitesse réduite, hein, forcément, on va réduire la distance de sécurité automatiquement. Mais on peut l'allonger si vous voulez. Vaut mieux avoir trop que pas assez. Ben, là, typiquement, si on prend 80 km/h, on va multiplier par 3 le 8, donc on est à 24, qu'on va Ah, multiplier par 2 pour 2 secondes, ouais, bah, ou par 6 directement, c'est plus simple, hein. ou par 6 directement, et on arrive à peu près à du 50 mètres de, 50 mètres, de, 48. de distance. 48 exactement, mais bon, voilà, on est à du 50 mètres à peu près. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc là, on va arriver à ce stade-là, on va voir le véhicule de devant qui arrive, un Y, c'est bon, j'ai ma bonne distance. Et là, on peut continuer tout simplement. Alors, le 1Y, encore pour le dire, c'est notre Jaco national. Voilà, non, international. International. Il est international de Marseille. Voilà, exactement, exactement. Ça, non, parce que hein, il faut le dire, c'est personnalisé. Hein, Ah oui, 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 oui. Mais ça fonctionne. le principal, c'est ça, c'est que ça fonctionne. Hein. Alors, l'alcoolémie, comment se mesure-t-elle? Dose standard. Ah oui, voilà. Ah, Comment comment elle se se mesure? mesure-t-elle? Pardon, vas-y. Je t'en prie, Alors, Jérémy. ah, il y a éthylotest et éthylomètre et prise de sang. Alors, éthylotest, c'est quand on va souffler, par exemple, on se fait contrôler sur le bord de la route, ça va être un éthylotest. Et pour confirmer, parce que l'éthylotest va vous dire si vous êtes positif ou négatif, mais ne calculera pas le taux d'alcoolémie dans le sang. Et là, on va devoir contrôler ça avec un éthylomètre. Et l'éthylomètre, en fait, c'est la grosse machine que les gendarmes ont. Alors, des fois, ils l'ont directement dans le véhicule, ou alors ils l'ont à la gendarmerie directement. À la gendarmerie, on va venir souffler dans cette grosse machine avec un gros tuyau et qui va nous donner notre taux réel. Pour confirmer après le taux réel, alors, on va avoir la prise de sang. Il faut savoir une chose, c'est que quand on a bu de l'alcool,
vous allez avoir soit la phase montante ou la phase descendante. Il faut savoir qu'ils vont vous faire souffler 2 fois pour être exact sur le taux. C'est-à-dire que en fait, et certains moments, on va avoir de la chance, certains moments, on n'aura pas de chance. C'est-à-dire que si le dernier verre a été consommé plus d'une heure avant, on va être sur une phase descendante. Donc là, le taux d'alcoolémie va descendre. Donc là, c'est tout bénef. Mais par contre, si le dernier verre a été bu il y a moins d'une heure, on va être sur une pente montante. Parce qu'un verre, en règle générale, alors bien sûr, c'est si on a bu, le taux d'alcoolémie dans le sang va monter au bout d'une heure. Si on est à jeun, il va monter au bout de 15 à 20 minutes. Voilà. Après, voilà comment on mesure ça. Il faut savoir que ça, c'est comment on va la mesurer. Après, on parlait de taux d'alcoolémie. Après, le taux d'alcoolémie, je vais te devancer un peu, Johan, là-dessus, hein. Le taux d'alcoolémie, il y a la dose bar et la dose maison. Dose bar, c'est les doses légales, c'est-à-dire pour un verre, on va être entre 0,12 grammes par litre d'alcool dans le sang et 0,15. Voilà. Euh, pour une dose bar. Pour une dose à la maison, on va avoir 3 fois la dose bar. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont de bonne foi en disant oui, j'ai bu qu'un verre chez mon ami. Sauf que quand j'ai bu mon verre chez mon ami, si on a bu un whisky, en réalité, une dose bar, c'est 2 centilitres de whisky. Donc, c'est très, très peu. Donc, notre ami, bah, pour nous faire revenir la prochaine fois, parce que ça reste notre ami, il va nous mettre 3 fois la dose bar. Donc là, on aura bu en fait l'équivalent de 3 verres. Donc, on sera déjà en infraction à ce moment-là quasiment, voire en infraction. Les effets que ça va avoir, les effets, après, tout dépendra aussi de la personne, forcément, parce que les effets, le taux d'alcoolémie, par exemple, je suis avec un copain, on a bu 3 verres de whisky, on va rester sur le whisky, 3 mêmes verres, tous les deux. Par contre, on n'aura pas les mêmes effets sur notre corps. Pourquoi? Parce que bah, il y a l'habitude aussi de boire de l'alcool. Et puis, ben voilà, après, par rapport, si c'est un homme, si c'est une femme, il va y avoir plusieurs choses qui vont rentrer aussi en action par rapport aux effets qu'il va avoir sur notre corps. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'en étant jeune conducteur, vous allez être en infraction à partir de 0,20. Donc, vous, c'est 0 verre. À partir de 0,50, on va être en infraction pour les conducteurs expérimentés et on va être en délit à partir de 0,80. Donc, délit, c'est rétention du permis immédiat, hein. Voilà. Au moins, c'est fait. Voilà. Les effets de l'alcool. Alors, les effets d'alcool, ça va être simple, hein, ça va être d'augmenter la distance parcourue pendant le temps de réaction, parce que justement, ça augmente le temps de réaction. En sachant que pour éviter un accident, souvent les gens peuvent dire ouais, j'ai évité, ça s'est joué à 20 cm, à 50 cm. Là, on peut dire que à 80 km/h, on va rajouter 25 mètres à la temps de réaction. Au temps de réaction. À l'attente de réaction. Au temps de réaction. À l'attente. Non, mais c'est pas mal. Un nouveau mot. J'aime bien. Donc, on va rajouter 25 mètres. C'est simplement énorme. Voilà. Donc, il faut quand même bien le savoir. Alors, les effets de l'alcool, voilà. L'élimination de l'alcool, mon cher Jamy. Alors, eh ben pour éliminer l'alcool, c'est pareil. Donc, c'est un verre. Alors, attention, quand je parle d'un verre, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, verre dose bar, taux légal, d'accord, et pas le verre qu'on boit à la maison ou chez les amis. On élimine un verre par heure. Donc, si on a bu 5 verres, il va nous falloir 5 heures pour éliminer l'alcool. Alors, souvent, on entend dire, oui, il faut boire du café, il faut se faire vomir, il faut prendre une douche froide, il faut prendre du sel dans du café, enfin, des conneries. Ça, c'est des conneries. L'alcool, quand il est dans le sang, le seul moyen de l'éliminer, c'est attendre qu'il se disperse dans notre corps. C'est-à-dire 1 heure par verre. Il n'y a que comme ça qu'il va pouvoir partir. Une anecdote que j'ai, un ancien élève que j'avais dans une auto-école, une fois, il était avec un pote à lui et ils ont fait une soirée. Ils se sont dit: On va pas reprendre le véhicule». Ils ont fait une grosse soirée, hein, vraiment, les mecs ensemble, ils y vont, ils atomisent. Ils se sont dit: «On va pas reprendre le véhicule». Ils se sont fait ramener, par quelqu'un, quelque chose de très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont dormi un petit peu, ils sont repartis chercher le véhicule. Le seul problème, c'est que le taux d'alcool, il n'avait pas encore bien réduit dans le sang.
parce que ils n'ont pas attendu assez par rapport à la quantité d'alcool absorbée. Ils ont récupéré le véhicule et ils se sont fait contrôler. Ils étaient bien, ils se sont dit on a dormi, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir souffler. Sauf qu'il était encore positif, il était encore en délit. Donc il a dû bien consommer ce soir-là. Il était encore à plus de 0,80 grammes parce que le taux d'alcool n'était pas descendu. Donc rétention du permis de conduire. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, voir le nombre de verres qu'on a bu et bien calculer 1 heure par verre, mais dose barre. Et à rappeler que les éthylotests, justement, que l'on peut avoir dans sa voiture, sont obligatoires. Donc, on ne peut pas être sanctionné si on ne l'a pas, mais ça reste obligatoire. Ouais, alors, c'est vrai que des fois, on me dit en salle de code, on me dit: «Ouais, mais c'est un peu con l'histoire». Alors oui, c'est con parce que c'est pas sanctionné, mais on parlait tout à l'heure de prévention, c'est pareil. Donc il y a pas de sanction là-dessus parce qu'on vous prévient, on vous dit: «Voilà, c'est obligatoire, c'est pour votre sécurité à vous, la sécurité des autres». Donc là, il faut obligatoirement l'avoir dans la voiture, mais on va pas vous sanctionner, on va pas vous mettre une amende pour ça, mais là, c'est la responsabilité de chacun qui est engagée, tout simplement. Voilà. Exactement. Alors, l'élimination de la d'ailleurs, ça me fait penser à un concept d'éthylotest connecté qui était assez sympathique et qui permettait de savoir au bout de combien de temps je pouvais reprendre la voiture. Ouais, aussi, ouais. Et c'est Oui, vrai que c'est intéressant d'avoir ces des éthylotests comme ça, enfin éthylomètre ou éthylotest. Non, on reste dans l'éthylotest vu qu'on souffle dedans. éthylotest. Éthylotest, mais éthylomètre, c'est on souffle aussi dedans. La différence, en fait, c'est quoi exactement entre les deux? En fait, l'éthylotest, donc celui qu'on va avoir nous dans notre voiture, va nous dire juste si on est positif ou négatif, Et comme celui l'éthylomètre, ça nous donne la mesure. là, ça nous donne la mesure exacte. D'accord, ok. Donc cet C'est pour ça qu'il y a éthylotest, mètre ces mesures. d'accord. Ben, là, c'est un éthylomètre au final parce que ça donne la quantité d'alcool dans le sang, sauf quand ça dépasse. Parce que justement, pour éviter d'avoir les concours, hein, ah, je suis plus bourré que toi. Ouais. Et je suis moins bourré, mais j'ai bu plus que toi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, on va souffler et si on est positif, de dire, bah, tiens, on va pouvoir reprendre le volant dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures. Et ça C'est nous ça. permet d'être en sécurité. Encore une fois, c'est très bien et je le rendrai même obligatoire pour les jeunes conducteurs parce que ça permet vraiment de non pas se dire ouais mais de toute façon oh là mais je sais pas dans combien de temps, non, aussi bien il lui faut simplement 1 heure ou 2 heures de repos histoire d'être normal, on va dire, c'est-à-dire en dessous des 0,2, mais il ne le sait pas, donc il va peut-être prendre des risques qu'il n'aurait pas pris s'il le savait. C'est vrai que c'est un peu dommage là-dessus. Après, certaines entreprises de transport, alors déjà, il y a des bus quand ils sont équipés et des poids lourds aussi. Certaines entreprises de transport ont pris les devants par rapport à ça. Et certaines entreprises de transport, avant que leur chauffeur monte pour aller chercher des gens, par exemple, ou prendre la route, les contrôlent systématiquement. Certaines entreprises le font. Et je trouve ça très, très bien. Exactement. Alors les idées fausses, bon, on en a un peu parlé, hein, boire de l'eau, du café réduit le taux d'alcool. Bon, bien évidemment, c'est totalement faux. Alors, l'exemple est simple. Imaginons que cette bouteille vous représente. Voilà. Il y en a qui se reconnaîtront peut-être, hein, je ne sais pas. Et l'eau ben, représente votre sang. Voilà. Je vais rajouter dedans de l'alcool. OK. Mais je ne peux pas l'ouvrir en fait. Alors voilà, je rajoute de l'alcool qui va rentrer directement dans le sang, donc avec l'eau. Le fait de boire de l'eau, l'eau ne va pas aller dans le sang. Il ne va pas pouvoir rentrer dedans. Donc, ça ne va pas augmenter la quantité de sang et donc réduire votre quantité d'alcool. Le café, pareil. En fait, c'est vraiment cette logique qu'il faut avoir en tête, hein. C'est très, très, très logique. C'est-à-dire que les personnes qui vont vous dire, en fait, c'est comme si eux, ils vous disent, ouais, ben, vous avez de l'alcool dans l'estomac, ben, vous prenez du café et de l'eau en plus, vous aurez moins d'alcool dans le liquide, dans le mélange que ça fera. Ce qui est vrai. Le mélange en lui-même, il y aura moins d'alcool, il y aura plus de liquide. Sauf que l'alcool, ben, il va rentrer dans votre sang, que vous mettiez du café, de l'eau, n'importe quoi avec, la quantité que vous avez ingérée va rentrer totalement dans votre sang. Donc ça ne changera rien.
Alors, et ça me fait penser à un truc. Alors, c'est des anecdotes hein, qu'on a en salle de code. Alors, des fois, on pourrait faire un livre, hein, voire plusieurs tomes. En même temps, au bout de 15 ans de métier, j'en ai entendu. Je vais en entendre encore, hein, mais enfin, c'est drôle parce que voilà, c'est les on-dit qu'on entend au café du commerce. Quelqu'un m'a dit encore il n'y a pas très longtemps, et je ne dirai pas dans quelle salle de code, euh, on m'a dit oui, mais moi quand je bois du whisky, je mets du jus d'orange ou du coca dedans. Donc forcément, bah, l'alcool, j'en ai moins dans le sang. C'est exactement ce que tu viens de dire. Non. On a mis la même quantité d'alcool. Alors oui, on l'a dilué dans du jus d'orange ou du coca, mais la quantité d'alcool reste la même. Ça ne change rien dans votre sang. Rien du tout. Exactement. Alors, alcool puis jus d'orange ou soda diminue la teneur en alcool, on vient de le dire, bien évidemment, c'est faux. Contrôle alcoolémie, alors, entre 0,2 et 0,80, mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais, au-delà des... exactement. Voilà. Alors, c'est à partir de 0,80, c'est-à-dire c'est pas au-delà de 0,80. C'est à partir. 0,80, c'est un délit. Bon, Alors, c'est pour ça que si vous arrivez, vous faites la mesure, on est à 0,80 et qui vous dit, bon, dans 10 minutes, parce qu'il y a environ 10 minutes entre le premier souffle et le deuxième souffle, on va contrôler si on est en phase descendante, on peut passer d'un délit à juste une contravention. Aussi. alors le test est une présomption, la mesure est une preuve. Et on n'est pas obligé d'aller à la prise de sang. Hein. Alors, drogue, médicaments. Alors, les drogues, incompatibles avec la conduite, encore une fois. Le contrôle des drogues, par analyse d'urine ou test salivaire. Alors, le test salivaire, c'est simplement un coton-tige qu'on va avoir à l'intérieur de la joue, en gros. Et puis ensuite, ils vont faire le test avec ça très rapidement. Avant, ils n'en avaient pas tellement de ce que tu disais. C'était Non. pas assez démocratisé. Maintenant, c'est relativement... Enfin, ils en ont pas mal, quoi. Maintenant, il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué, donc ils en faisaient beaucoup moins. Ils faisaient plutôt des tests comme ils font des fois avec l'alcool, hein, vous faire marcher sur une jambe comme ça. Voilà. Et sauf que maintenant, ils ont tout le matériel adéquat pour pouvoir contrôler. Donc maintenant, ils y vont. Quand est-il obligatoire? C'est un moment où il y a un accident mortel. Dès qu'il y a un accident mortel, il y a un test qui se fait de manière systématique. Ah, c'est automatique. Et même matériel corporel et mortel, ils vont le faire systématiquement. Alors pour les médicaments, voilà, on va reprendre un petit peu ce qu'on disait. Il y a le niveau 1, le niveau 2. Il n'est pas très vert le 1. Et attention, donc il y a le niveau 1, niveau 2. Et attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Le niveau 3. Je sais, c'était insoutenable comme... On est monté crescendo en couleur. Bon, le orange, il ressemble un peu au jaune. Tu sais bien que je suis daltonien, donc au bout d'un moment... Au bout daltonien, ils sont tous verts. Alors, le jaune, comme on l'a dit, hein, c'est-à-dire on va faire preuve de prudence en conduisant. Orange, il faut demander justement à notre médecin si on peut conduire. D'ailleurs, je vous conseille ils vont pas forcément y penser, les médecins. Ils ont autre chose à penser, très clairement. N'hésitez pas à demander quand on vous donne des médicaments si vous pouvez conduire, peu importe lesquels. Et vous pourriez même avoir des surprises. Et le rouge, où là, c'est totalement interdit. Voilà. Alors, l'état de santé, la vision. Donc, le minimum requis, c'est 5 dixièmes. Alors, on va prendre un exemple. Bon, pour les borgnes, c'est 5 dixièmes pareil aux deux yeux. Pardon. Désolé pour les borgnes qui vont regarder cette vidéo. Je suis navré. Pour reprendre, en fait, en gros, les 5 dixièmes, il faut avoir aux deux yeux, c'est-à-dire que je dois avoir, on va prendre l'exemple du minimum, 2 dixièmes à cet œil et 3 dixièmes à cet œil. Les deux, ça fait 5. Ou alors 1 dixième et 4 dixièmes. Voilà, ça fonctionne. C'est sur l'ensemble des deux. Et c'est sans lunettes, hein, c'est ce que tu disais. C'est sans lunettes. Alors attention, si il n'y a pas de lunettes, il va y avoir aussi une visite médicale avec un médecin agréé préfecture qui peut être demandée pour être sûr que ce soit compatible avec la conduite. Ok.
Les maladies incompatibles avec la conduite, donc l'hypertension artérielle, le diabète, l'épilepsie et les abus d'alcool ou de drogue, qui reste une maladie. On doit le considérer Eh comme oui, tel. eh Alors, oui. en sachant que ces quatre maladies, justement, pourquoi c'est incompatible? Bon, les abus d'alcool et de drogue, il n'y a pas besoin de préciser, mais l'épilepsie, le diabète ou autre, ça peut faire perdre connaissance ou nous faire perdre le contrôle simplement du véhicule. C'est une question de logique, hein, c'est pas Et pour donc, embêter les gens. toutes ces maladies, je parlais tout à l'heure d'un médecin agréé préfecture, on doit avoir l'autorisation de ce médecin. Ce n'est pas un médecin lambda, c'est vraiment un médecin qui est agréé à la préfecture de votre département, qui va vous donner l'autorisation de pouvoir conduire un véhicule à moteur. Alors ensuite, on va voir la fatigue. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, 20 minutes de sieste permettent de récupérer 50% de ses capacités. Alors, entre perdre 20 minutes ou votre vie, enfin, moi personnellement, le choix est vite fait. Après, voilà, le choix vous appartient, mais faites une petite sieste de 20 minutes, ça sera bien. Alors, si je dors 40 minutes, je récupère pas 100%, hein. Non, Non, mais j'ai eu là, la question. Non, mais j'ai eu la question une fois en salle de cours. Non, non, c'est juste que les 20 minutes en question font récupérer 50%. C'est pas beaucoup, c'est pas assez, mais c'est mieux que rien. Voilà. c'est pour ça que certaines entreprises d'aujourd'hui, des grosses entreprises, mettent à disposition des salles de repos pour pouvoir faire des siestes avant de reprendre le travail l'après-midi après le repas pour récupérer ses capacités, un pourcentage de capacité pour être opérationnel l'après-midi. Mm. Alors la vigilance, même avec un kit Bluetooth, l'attention du conducteur est captée par la conversation. Encore une fois, on l'a expliqué tout à l'heure. On a besoin de reproduire la scène quand on discute avec quelqu'un, et c'est ça qui accapare l'attention justement par rapport à la route. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, analyser une situation. Alors, encore une fois, circuler en sécurité, ça va être de l'analyse, c'est de la conduite préventive, encore une fois, c'est-à-dire on va s'attarder à tous les indices formels et informels, comme on dit souvent, on en a parlé dans une autre vidéo, donc on va peut-être pas s'attarder là-dessus. La pression des autres automobilistes, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple les personnes qui vont nous coller, qui vont vouloir rentrer dans notre coffre. Parce qu'il y a des personnes qui voient notre coffre, ils ont besoin de vouloir rentrer dedans. C'est des aimants. Voilà, ils ont envie comme ça. On ne sait pas pourquoi, hein. Peut-être que le coffre a une couleur qui les attire. Ce sont peut-être des moustiques, n'est-ce pas, qui sont attirés par le coffre telle la lumière. Mais bon, il faut simplement se mettre sur le côté, faire un signe de passer et Tout s'arrêter. simplement. Tout simplement. Voilà, mieux vaut laisser passer quelqu'un que de prendre des risques inconsidérés. Donc en conclusion, sur rouler en sécurité, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses à prendre en considération. Mais très clairement, si on applique toutes ces notions que l'on a vues, il n'y a aucune raison qu'il y a toujours des choses qui sont imprévisibles, qui peuvent arriver. Mais déjà, si on met le maximum de chances de notre côté, on baisse quand même fortement les chances d'avoir un accident. On peut toujours avoir un accrochage, ça, de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, quoi qu'il arrive, si vous arrivez à mettre en place tout ce qu'on a vu, ça sera déjà pas mal. Alors, pour conclure aussi un petit peu, pour faire un petit point un peu là-dessus, donc parce que Johan a bien conclu, euh, comme je disais tout à l'heure avec notre simulateur, c'est pour ça qu'on a des formations aussi pratiques où on a la gestion des risques routiers directement dans nos formules. Moi, j'insiste bien là-dessus parce que c'est quelque chose qui peut être très important pour votre vie d'automobiliste, pour voir certaines situations et qu'on puisse vous former là-dessus et pour que vous soyez en sécurité après le permis. Comme je le répète souvent, notre métier, c'est de vous former, pas forcément à passer un examen du permis de conduire, mais surtout être des conducteurs sûrs et responsables pour vous et pour les autres. Et ces formations-là sont très importantes. On prend du temps, mais elles sont super importantes pour votre vie d'automobiliste, pour votre futur. Donc c'est pour ça, réfléchissez, il faut bien y réfléchir et surtout bien faire ces formations-là parce qu'elles sont très importantes pour vous. Voilà.
Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que, vous avez, que ça s'est plutôt bien passé pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser maintenant. S'il y en a pas, ben, on va tout simplement s'arrêter là. Donc là, pour l'instant, il y en a pas. Sinon, bah, à partir de maintenant, bah, pour les prochaines vidéos d'ailleurs, ça va être un peu de la conduite, des questions de code, mais on va plus s'attarder sur des vidéos de 5 minutes, 10 minutes, donc plutôt en mode réduit, pour voir certains aspects du code. Voilà, pour voir enfin, un panneau en particulier, quelques panneaux, les panneaux de vitesse, les choses comme ça, pour voilà, plus aller dans ce sens-là, donc des vidéos un peu moins longues, parce que c'est vrai qu'on a vu tous les thèmes en fait, hein, mais maintenant ça va être de faire des one-shots sur certains points, notamment les panneaux où il y en a beaucoup à dire. Ok. Alors, il n'y a pas de questions, donc on a dû être suffisamment clair, mon cher Jamy. Euh, Oui, mon cher Yo-Yo. Donc, on vous remercie en tout cas pour votre participation et bah, n'hésitez pas à commenter notre vidéo, à nous poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. À Bonne très journée. bientôt. Au revoir.